Mesdames et messieurs, chers amis, bienvenue pour ce grand meeting régional de notre candidate. Je voudrais aussi saluer tous les amis tellement nombreux, car vous êtes venus en grand nombre, qui sont avec nous par la pensée et par l'image, puisqu'ils sont dans 2 autres amphithéâtres. Je crois que ce meeting va être un très grand succès de la campagne, grâce à vous. Je voudrais, en ce début d'année, au nom du Front national de la Gironde et des fédérations d'Aquitaine, vous offrir mes vœux les meilleurs pour vous-mêmes et les vôtres, de bonne année, d'excellente année, des vœux d'espérance pour notre pays, des vœux de victoire pour celle qui, seule, dans cette campagne, tient un langage de vérité aux Français et que nous allons accueillir dans quelques instants aujourd'hui, la présidente du Front national, Marine Le Pen. Elle va venir. 2012 sera une année exceptionnelle par les 2 grands rendez-vous du peuple avec son avenir, lors des présidentielles en mai, comme des législatives en juin. Il décidera si nous devons continuer dans un système mortel pour notre identité, nos entreprises, nos salariés, pour les plus faibles, personnes âgées, femmes au foyer ou dans la vie du travail, mères de famille ou pour les jeunes à l'avenir plus qu'incertain ou au chômage. Ou bien, si nous voulons changer pour une politique de protection des Français et de redressement national. 2012 verra le 600e anniversaire de la naissance d'une jeune femme, d'une jeune fille, qui, par sa seule foi, sa seule volonté, a changé le destin de la France, a rétabli l'autorité de l'État et le redressement de notre pays, occupé déjà par l'étranger et au bord du gouffre. Que cet anniversaire de Jeanne d'Arc, si français, soit le gage du renouveau de notre nation et qu'à l'image de notre héroïne nationale, notre candidate nous mène à la victoire, celle du peuple, pour le peuple et par le peuple. Cette victoire, mes amis, cette victoire est la seule qui nous importe, car au-delà des personnes, ce sera la victoire de la France et des Français. Votre présence si nombreuse montre que la vague bleu marine monte, comme la colère de tant de nos compatriotes, qui n'a pas constaté, parfois avec étonnement, autour de lui, des proches ou moins proches, déclarer « cette fois-ci, je vais voter Marine ». Chaque jour, nous le constatons, ce signe est le meilleur thermomètre qui soit. N'en déplaise aux locataires de l'Élysée, qui court après Marine, accompagné de son éclaireur et ministre Guéant, pour pourfendre en paroles, mais en paroles seulement, l'immigration-invasion dont ils sont, avec la gauche, les seuls responsables. Rappelez-vous, il y a quelques années, en 2007, où Nicolas Sarkozy faisait du super Le Pen. À l'entendre et à l'entendre seulement, Jean-Marie Le Pen passait presque pour un dangereux centriste, si tant est qu'un centriste puisse être dangereux, car cela se saurait. Ou bien François Hollande, dit Flamby ou le Ravi. Vous savez, le Ravi? Le Ravi, parfaite figure d'une gauche molle et sans projet, qui nous donne depuis des années des leçons de morale et de démocratie, mais dont un de ses représentants, conseiller général socialiste dans le Sud, en Aquitaine, appelle à ne pas parrainer notre candidate, c'est-à-dire à empêcher la représentante de millions d'électeurs de se présenter démocratiquement à une élection majeure, que ce grand démocrate en peau de lapin a peur. Et il a raison. Peur qu'on ne dévoile encore plus précisément le bilan calamiteux de 14 ans de socialisme à l'Élysée, puis après au gouvernement,
de ce socialisme qui n'a aucunement protégé les classes ouvrières et populaires, mais les a appauvries, les a livrées, comme la droite, à une immigration sans cesse grandissante, aujourd'hui au communautarisme et à la préférence étrangère dans la vie de chaque jour, que ce soit pour l'attribution des allocations sociales, des logements ou de l'emploi. Oui, aujourd'hui, les classes populaires comme les classes moyennes se sont détournées de leurs fausses promesses et de leurs faux discours. Elles voient aujourd'hui dans le Front national et sa présidente le rempart contre la mondialisation, le chômage et la pauvreté. Partis imbriqués dans leur adhésion à la mondialisation, à l'Europe fédérale, à l'acceptation d'une immigration sans fin, à la ruine économique, l'UMPS ne fait plus illusion et leur seul recours dans la panique électorale qui les saisit est de copier notre programme. Il n'est donc pas si mauvais, notre programme. Même M. Bayrou, autre politicien aquitain, découvre aujourd'hui qu'il serait bon de produire français. Que ne l'a-t-il dit et appliqué quand il était ministre et eurofédéraliste passionné? Et puis, nous avons une autre figure, bordelaise cette fois, Alain Juppé. L'homme, l'homme qui ne se souvenait plus qui payait ses propres secrétaires à la ville de Paris. Condamné à 14 mois de prison avec sursis dans cette affaire de détournement de fonds publics, il insulta devant un parterre d'élèves, c'est plus facile, le Front national en le traitant de raciste, de xénophobe et j'en passe et des pires. Quels arguments politiques pour un ministre des Affaires étrangères qui se félicite, écoutez bien, d'avoir installé en Libye, ou comme en Égypte, un islam modéré, terme qu'il donna aux frères musulmans qui, en Libye, ont proclamé, dès la chute de Kadhafi, la charia comme mode de gouvernement. Alors, M. Juppé se dit aujourd'hui vigilant, formule mièvre et sans effet quand on sait le résultat d'une telle attitude face à l'islam radical. La fausse naïveté est à ce niveau indigne d'un ministre des Affaires étrangères dont l'action relève plutôt de celle d'un pompier pyromane. Mais tout ceci n'est pas étonnant de la part d'un homme qui participe à l'islamisation de notre pays, en projetant, je le rappelle une fois de plus, de construire à Bordeaux une mosquée, une grande mosquée de 2000 places, un véritable centre islamique sur 3 hectares, avec école coranique, amphithéâtre, commerce, et remis aux mains de l'Association des musulmans de la Gironde, affiliée à l'UOIF, affiliée eux-mêmes aux frères musulmans. Cette association ne déclarait-elle pas, je cite, « Tout cela permet d'inscrire notre religion en Occident, mais aussi dans les terroirs bordelais ». Voilà, chers amis, le bilan et la politique d'un homme où rien qu'en Gironde, selon les chiffres officiels, 32 200 étrangers sont venus dans les 9 premiers mois de l'année 2011 demander titre de séjour et demande d'asile, soit plus de 42 000 personnes sur une année entière. Le long fleuve des fermetures d'usines, d'entreprises et de chômage continue de couler en Aquitaine, là encore comme ailleurs. L'annoncière du licenciement de 367 emplois de Cofinoga sur le site de Mérignac est là pour nous le rappeler. La casse sociale de cette entreprise révèle ce mal qui ronge notre société. Le tout-profit des groupes et de banques comme BNP Paribas, actionnaire de Cofinoga, est recapitalisé par l'État, c'est-à-dire par l'argent des Français. La responsabilité des politiques UMPS menées depuis 30 ans est là encore écrasante. Elle a amené à l'appauvrissement de nos compatriotes, de leur pouvoir d'achat, à l'explosion des charges incompressibles pour beaucoup de ménages, au point de les amener au surendettement, au prix de taux d'intérêt d'emprunt trop lourds. Alors, mes chers amis, les moins de 100 jours qui nous séparent du premier tour vont être décisifs. Chacun doit contribuer à cette vague qui monte du plus profond de notre peuple, ce formidable espoir, cet élan qui réunit derrière Marine des Français de tous horizons et de plus en plus nombreux. Il est entre nos mains, entre les vôtres. C'est un devoir de résistance nationale contre une caste coupée des réalités qui s'arc-boute non seulement à l'euro,
Mais quel qu'en soit le prix, à leurs privilèges, à leurs sièges, à leurs affaires, et Dieu sait s'il y en a. Hier, Urbac Graco, Guérini et Nemingamont, aujourd'hui Karachi, Wörth, Bettencourt. En cet automne et hiver 2011, ce ne sont pas les feuilles mortes qui se ramassent à la pelle, mais à l'UMP, ce sont les valises de billets. Eh oui, eh oui. Pour notre pays qui souffre, pour les millions de Français qui, trahis depuis 30 ans, n'ont plus qu'un espoir, celui de voir enfin accéder au pouvoir, celle qui nous parle de la France, de sa détermination à la défendre et à la sortir des griffes de la finance internationale et d'une classe qui a mené notre pays à la faillite. Pour les Français d'abord, nous devons porter Marine au plus haut niveau, non seulement au deuxième tour, mais beaucoup, beaucoup plus haut, à la présidence de la République. Mes chers compatriotes, vous qui êtes ici et nos amis qui sont dans l'autre salle, puisque nous sommes, comme vous le voyez, victimes de notre succès. Mes chers compatriotes aussi d'outre-mer, de métropole et de l'étranger, et les internautes qui, de plus en plus nombreux, à chaque meeting, nous suivent en direct. Il faut que tout change pour que rien ne change. Cette célèbre réplique du Guépard de Visconti, elle résume en quelques mots la vie politique française depuis les années 70. Il faut que tout change pour que surtout rien ne change. Voilà en quelques mots à quoi se limite l'histoire de notre pays depuis maintenant trop longtemps, beaucoup trop longtemps. Voilà ce qu'est devenu l'objectif ultime de la vie politique française. Donner l'illusion du changement pour qu'en réalité, la défense des intérêts du plus petit nombre l'emporte plus sûrement. Se donner tous les moyens de faire croire au peuple qu'on va faire bouger les lignes pour tuer dans l'œuf toute véritable volonté de transformation, pour anéantir les aspirations profondes de la nation à recouvrer sa liberté, à redonner la priorité aux intérêts français, à rendre à notre peuple sa souveraineté pour rendre les Français à la France. Voilà. Voilà ce qui nous mène à une forme misérable d'inertie et de décrépitude que chacun ressent lorsqu'il pense à notre pays, à ce terrible sentiment que rien ne peut plus l'extraire de ce long et douloureux chemin vers l'anéantissement. Voilà ce qui nous invite à cette terrible pensée, l'idée que la fin de la France serait désormais plus probable que son redressement. Rien
ne change dans notre pays, où rien ne semble en mesure d'arrêter les grands fléaux qui le minent depuis des décennies, l'endettement, la hausse du chômage, la pauvreté, l'affaiblissement de notre identité nationale. Rien ne change dans notre pays où la crise est devenue non plus l'exception, mais une redoutable compagne de tous les instants, de toutes les étapes de la vie pour chacun, pour chaque nouvelle génération. Rien ne change et chaque jour un peu plus, le pays s'enfonce dans le sentiment d'un déclin inexorable, d'une perte d'influence, d'une rétrogradation, d'une descente aux enfers présentés comme inéluctables. Depuis des décennies, mes chers amis, on nous explique que le chômage est inéluctable, que la crise sans cesse recommencée est une sorte de fatalité, et simultanément que les remèdes ultralibéraux administrés aux malades sont pourtant les seuls susceptibles de le guérir, la guérison étant cependant sans cesse différée. La France, de plus en plus malade, hurle à ses médecins « Docteur, votre remède me fait de plus en plus souffrir, je m'affaiblis » et nos innombrables diafoirus contemporains de répondre inlassablement « C'est parce qu'il faut augmenter la dose » et les saignées reprennent. Rien ne change alors. Et pourtant, à chaque élection, l'on promet aux Français que tout va changer. À chaque fois, les vieilles dames des campagnes électorales se rhabillent quelques mois avant l'élection en fringantes jeunes filles, dans l'espoir d'aguicher une nouvelle fois le peuple français. Mais derrière la poudre, il y a les rides. Derrière les postures de séduction, une imposture politique et morale. Ah, ils ont ressorti le botox électoral. Mais leur système craque de partout et ça se voit, les Français le voient. Ensemble, tout devient possible, nous disait il y a 5 ans un candidat qui n'aura en réalité, une fois élu, rien fait d'autre que de précipiter la France dans la spirale de la désespérance. Décevant. Lui qui avait une véritable dynamique, qui pouvait vraiment tout changer. Il a déçu les millions d'électeurs qui avaient vu en lui une promesse de rupture, une ouverture justement vers le changement. Ce président a fait plus que décevoir ses électeurs. Il les a trahis. Parce qu'il ne s'est pas fait le serviteur du changement pour le peuple, mais bien celui zélé de ceux qui avaient déjà tout et qui avaient tout intérêt à ce que personne d'autre qu'eux ne vienne prendre leur part du gâteau. Car, mes amis, cette crise n'en est pas une pour tout le monde. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est programmée. À la majorité silencieuse sont réservés le chômage, la diminution du niveau de vie, l'insécurité, l'angoisse des lendemains. À une minorité toujours plus réduite et toujours plus riche, l'attribution de salaires faramineux, de bonus scandaleux, de plus-values défiscalisées, l'accumulation sans limite de toujours plus de puissance et de richesse. Finalement, qu'a-t-il fait si ce n'est en permanence choisir la caste contre le peuple comme ses prédécesseurs? Et peut-être encore plus, tant la proximité de l'argent et du luxe clinquant l'aveugle. Qu'a-t-il fait si ce n'est privilégier quelques-uns au détriment du plus grand nombre, fêtant dès le soir au Fouquet's son élection avec la firme, comme un formidable pied de nez à ceux qui avaient cru voir en lui, enfin, un défenseur du peuple, une fiesta sur l'air de « Je vous ai bien eu », invitant durant un quinquennat entier les grands fauves de la finance au festin offert par la naïveté du bon peuple, détournant les grandes institutions de la République au bénéfice de la caste, doux avec les forts, dur avec les faibles, gaspillant l'argent gagné de plus en plus durement pour satisfaire l'appétit vorace d'une élite devenue complètement immorale. Alors, mes amis, bien sûr,
On peut oublier le Fouquet's. La retraite dans un monastère remplacé par une croisière sur le yacht de M. Bolloré. On peut oublier l'augmentation de 170% de son propre salaire. On peut oublier l'EHPAD et le prince Jean. On peut oublier l'affaire Bettencourt, les soupçons dans la gravissime affaire Karachi, ou les révélations de M. Péan, ou celles de Mme Coignard dans son dernier ouvrage « L'oligarchie des incapables » sur l'effondrement moral des élites qui nous gouvernent. On peut pudiquement détourner les yeux du Fonds stratégique d'investissement, créé soi-disant pour venir en aide aux entreprises stratégiques françaises et à leurs salariés, et dont on s'aperçoit qu'il a contribué à racheter 15% de la maison de disques qui édite les disques de Carla Bruni. Oui, on peut se taire, on peut détourner les yeux, ou pas. On peut aussi regarder les choses en face et se résoudre à la vérité, en connaissance de cause, sachant, dès avant son accession à la magistrature suprême, qu'il allait poignarder le peuple français dans le dos. Il n'a pas mis en pratique la rupture qu'il proposait, mais il a aggravé la compromission d'un pouvoir politique aux ordres des puissants qui se moquaient des espoirs du peuple français. Par cette effroyable trahison, par cette instrumentalisation du peuple français, voulue, programmée, préméditée, c'est du point de vue moral une étape supérieure, je le crois, qui a été franchie. Pas seulement la trahison d'un homme, mais celle du pouvoir de la politique. On a voulu tuer dans l'esprit du peuple français l'idée que la politique pouvait changer les choses, que la politique pouvait quelque chose pour les Français, qu'elle décidait du destin de la France. Aujourd'hui, plus que jamais, les Français ont perdu confiance dans le politique. Le changement, c'est maintenant. Les communicants sont plus ce qu'ils étaient. Hein. Ça, c'est ce que clame aujourd'hui même, d'ailleurs, celui que d'aucuns nommaient il y a peu, avec tant de raison, le candidat du système. Celui dont tous font mine aujourd'hui d'oublier qu'il a pris la place de Dominique Strauss-Kahn, vénéré puis déchu. Mais, excusez-moi, mais moi je vous le demande, qui pourrait croire, une seule seconde, que c'est en se tournant vers l'aile gauche du grand conglomérat politique qui, depuis des décennies, tient la politique française, que les choses pourraient enfin changer dans notre pays? Qui pourrait croire que c'est en s'adressant à ce palmime de François Mitterrand que la France pourrait bouger, renaître, retrouver l'espoir? Comment mettre une miette d'espoir dans le Parti socialiste qui, à l'issue, vous savez, du fameux bénéfice d'inventaire du mitterrandisme, a gardé en réalité le pire, l'affairisme, l'abandon des classes populaires? Un PS qui, dans le cadre d'ailleurs d'un formidable non-dit, a envoyé son candidat lancer sa campagne à Jarnac. Et dont le premier meeting, qui a lieu exactement en ce moment et qu'il tient à Paris, a commencé par un grand concert des exilés fiscaux. Il y avait Noah, etc., etc. Elle est belle, la gauche. Elle est belle, la gauche. Vous savez, cette fausse alternance, mes chers amis, cette fausse alternance entre l'UMP, le PS ou leurs satellites, vous savez, tous ces partis du système, tous ces représentants de la caste, ne sont rien d'autre, en fait, qu'un métronome hypnotique. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Et tout ça a été évidemment inventé pour nous détourner, pour détourner les Français de la véritable voie du changement. C'est un leurre, cette alternance. Elle n'existe pas. C'est un artifice destiné à faire croire
qu'il y a encore quelque chose à espérer de ce système, que la partie n'est jamais perdue, que les choses pourraient encore changer. Il suffirait de remplacer un représentant de la caste par un autre, plus présentable, moins usé. Il suffirait de redonner une confiance, une fois encore, à ceux qui nous ont pourtant déjà trahis l'autre fois. Mais c'est ce qu'on nous répète depuis des lustres. C'est ce que beaucoup cherchent à nous faire croire à chaque élection. Et c'est ce qui ne marche jamais. Et que l'on ait l'un ou l'autre, que l'on ait l'aile droite ou l'aile gauche ou l'aile centrale, que l'on ait n'importe lequel de cela recyclé en permanence par le système, rien ne change, ou plutôt tout s'aggrave. Ah oui, tout est fait pour que la classe politique se résume à ce petit jeu de dupes depuis maintenant 30 ans. Le pouvoir, le système, gère mal, mais se défend bien. Il a tout cadenassé. Il s'est organisé pour que rien ne change. Il a même ses ruses, le système, pour faire rentrer les audacieux, les moins naïfs dans le droit chemin. Il a trouvé cette invention géniale du faux candidat anti-système. On l'a à chaque élection. Comme en général, plus l'artifice est grossier, moins l'entourloupe est visible, il suffit de prendre le pur produit du système, de le grimer un peu, de le mettre en orbite dans un parti satellite du système, de lui faire dire le contraire de ce qu'il a toujours soutenu, de bien emballer le produit, souvent dans un paquet bleu, blanc, rouge, et de le vendre aux électeurs en disant la bouche en cœur « votez pour lui, tout va changer ». Mais aujourd'hui, les candidats soi-disant hors système, le système nous en offre pléthore. À droite, à gauche, au centre, au milieu, nulle part, il y en a à revendre. Je vous le dis, mes chers amis, la caste a fait son casting. Elle a choisi les candidats qui l'arrangent, pensant évidemment nous barrer la route vers le pouvoir. La caste a fait son casting et bien sûr, je n'en fais pas partie. Eh bien, tant mieux. Et je vais vous faire une confidence, j'en suis très fier. Parce que dans ce casting de la caste, le peuple aussi est absent. La caste valorise le slogan publicitaire sans suite. Elle ignore la proposition. Elle défend ceux qui ne proposent rien. Elle méprise ceux qui portent un projet, une véritable alternative. Car tout cela, qu'on nous présente comme de jeunes poulains fougueux, tous ces nominés au grand casting électoral ne sont en réalité que des vieux chevaux usés du système, des vieux loups de la politique qu'on essaye de nous refourguer pour qu'ils nous revendent une fois encore leur vieille camelote démodée et dépassée. Nous avons une mission, moi, vous. Ouvrir les yeux des derniers Français qui les ont encore grands fermés. Ne nous laissons pas avoir par les beaux parleurs de cette campagne électorale. Tous aujourd'hui nous disent qu'ils vont tout changer sans rien changer. Ils réindustrialisent la France, mais pas question de changer l'Europe. Ils protégeront la France, mais pas question de maîtriser la mondialisation. Sur l'immigration, rien. Sur l'insécurité, rien. Sur l'école, rien. Pas un mot. Rien. Attendons d'ailleurs de voir ce que ces candidats masqués révéleront quand l'heure viendra de la négociation des postes, des Marocains ministériels et autres accords législatifs. Je pense qu'ils se rangeront une fois encore très vite dans les voies bien rectilignes d'un système dont ils n'ont jamais voulu se défaire. Un système qu'ils ont conçu et dont les peuples sont les seuls à souffrir. Mais comment tous les Français ne voient-ils pas que ceux qui, face à la crise, critiquent maintenant ce qu'ils adoraient hier, pyromanes tout à coup revêtus d'un uniforme de pompiers, ne sont que des démagogues, tentant de détourner à leur profit l'exaspération du peuple. Car lorsqu'on est sincèrement contre l'idéologie mondialiste, on est contre l'Europe supranationale, on est contre l'Europe ultralibérale,
On est contre l'euro, on est contre l'immigration. Voilà les seuls éléments qui distinguent l'opposant sincère à ce système mortifère des idiots utiles du même système, de ses collaborateurs appointés et de ses agents doubles. Alors voilà, fausse alternance, faux candidat hors système. Moi, je crois que tous ces faux-semblants ne tiendront pas longtemps. Si la compétition électorale permet d'aller au-delà des postures, au-delà des faux débats, au-delà des incantations, au-delà des illusions, si elle permet une véritable confrontation projet contre projet, et c'est cela notre objectif. Vous avez bien vu, mes amis, qu'on cherche depuis le début de cette campagne présidentielle à lancer des faux débats. On lance des mesures, hop! Moi, je ne les ai pas vus retomber. On les annonce, on les contredit. Dans la vie politique française, c'est comme à l'armée, il faut attendre le contre-ordre. 60 000 professeurs supplémentaires, oui, non, enfin, c'est pas vraiment ce qu'on voulait vous dire. La TVA sociale, oui, en fait, oui, mais pas tout à fait. Et le quotient familial, on va le supprimer. Oui, enfin, pas vraiment le supprimer. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour tenter de faire croire que l'on est différents les uns des autres, pour ne pas que les Français voient qu'on est exactement les mêmes? Eh bien, on tente de créer des faux débats, de s'écharper sur des sujets dont tout le monde sait que ce ne sont pas les préoccupations principales des Français. Alors on nous envoie, comme des ballons d'essai, le mariage des homosexuels, qui doit honnêtement intéresser 0,1% peut-être de la population. On tente de s'écharper sur des chiffres. Alors moi, je mettrais des 19,6. Oui, mais moi, je mettrais 19,8. Tout ça pour que les Français ne voient pas que les vrais enjeux ne sont pas abordés aujourd'hui dans le cadre de cette élection présidentielle. Et c'est notre rôle de leur dire quels sont les vrais enjeux de cette élection, de leur expliquer qu'au-delà de ces apparences trompeuses, le débat doit porter sur le choix fondamental qui s'offre à nous aujourd'hui. Il n'y a pas 50 options, il y en a 2. La poursuite de l'effondrement dans le mondialisme ou le redressement dans un projet populaire, national et patriote. Aujourd'hui, à l'heure où l'exaspération gagne du terrain, à l'heure où surtout le voile se déchire, et je crois que nous y sommes pour beaucoup, l'heure du véritable changement peut sonner. Voilà le choix à donner à nos compatriotes. Le genou à terre ou la tête haute. Rien ne serait pire, mes chers amis, qu'une fois encore, de nombreuses reprises dans le passé, pourtant pas si lointain, l'élection ne soit à nouveau que l'occasion d'un faux débat. Et qu'au soir du premier tour de l'élection présidentielle, les Français choisissent de fermer la porte au changement, qu'ils se laissent convaincre par une illusion de changement et que, dès le lendemain, ils s'aperçoivent, une fois de plus, qu'ils se sont fait avoir, qu'ils se sont fait berner, lourdement berner. Et c'est bien pour cela que le système nous met des bâtons dans les roues. Le système déchaîne sa violence pour contrer nos meetings, nos rencontres avec les Français, en voyant les milices d'extrême gauche molester, injurier, cracher sur nos militants et nos sympathisants, comme ça a été le cas en Seine-Saint-Denis, comme ça a été le cas à Rouen, sur des Françaises et des Français honnêtes qui ne veulent qu'accomplir leur devoir de citoyens. Le système utilise, et vous le voyez bien, tous ces relais médiatiques, syndicaux, financiers pour nous accabler. Le système ne néglige aucune arme pour essayer de nous atteindre. Contre qui le MEDEF, représentant du grand patronat, se dresse-t-il pendant cette campagne électorale? Contre M. Mélenchon? Non. Contre M. Bayrou, M. Sarkozy, M. Hollande? Non. Contre qui se déchaînent les foudres des syndicats complices du système, ces syndicats qui ont trahi les travailleurs?
contre la seule qui défende le peuple contre le mondialisme, contre la seule qui dise comment protéger le peuple français d'une immigration qui aujourd'hui le déborde. Qui cherche-t-on à faire taire en lui fermant les portes des colloques, des universités, des tables rondes, des débats organisés pour tous les autres candidats? Qui cherche-t-on à empêcher d'être candidate en faisant pression sur les maires alors que les candidats crédités de 0,5% et parfois même 0% font savoir qu'ils détiennent, eux, les parrainages de maires? Mais, mes amis, combien de millions de Français veut-on ainsi priver du droit de vote alors que dans le même temps, ils veulent donner le droit de vote aux étrangers? Qui, les médias, ne perdent jamais une occasion d'attaquer, j'utilise leurs termes. Qui, de manière générale, attaque-t-on sans cesse? Eh bien, la seule qui fasse des propositions. La seule qui ait osé présenter un projet précis au peuple français, en toute transparence. La seule qui dise très exactement où aller et comment faire pour atteindre un objectif unique, tout changer. Parce que eux nous expliquent qu'ils peuvent tout changer sans rien changer. Nous, nous allons tout changer pour changer tout. Vous savez, mes amis, ce que j'ai dans le cœur et ce que j'ai dans les tripes. Vous le savez, mon projet, je l'ai construit pour le bien du peuple français dans son ensemble. Mais je l'ai surtout pensé pour ceux que j'appelle les oubliés de la politique française. Ceux auxquels les médias ne donnent guère la parole, ou alors pour s'en moquer. Ceux qui ne sont pas aux manettes du système, ces oubliés, ces invisibles, ces anonymes, à qui l'on veut retirer toute identité en leur imposant une immigration massive et déstabilisatrice, en les transformant en de vagues consommateurs obéissants, serviles, face aux injonctions publicitaires ou commerciales des sociétés du CAC 40. Mon projet vise à leur rendre toute leur dignité. Les oubliés pour qui je me bats. Ce sont les petits salariés, les commerçants, les artisans, les employés, les ouvriers, les classes moyennes. Les dédaignés de la ruralité parce qu'il n'y en a que pour les mégapoles. Les retraités, les jeunes ou les seniors sans emploi. C'est cette France qu'on a dédaigneusement qualifiée de France d'en bas et parfois même de France moisie. La dignité que je veux leur offrir à nouveau, c'est celle du citoyen éclairé, participant pleinement aux affaires de la nation. C'est celle de l'individu libre et affranchi de toutes les manipulations du monde contemporain. Celle de cette France autrefois glorieuse et indépendante, aujourd'hui asservie par les puissances financières. La dignité que je place au cœur de mon projet présidentiel est celle de l'homme contre l'argent roi, celle de la conscience individuelle contre le fanatisme, celle de l'être autonome contre l'assistanat, celle qui poursuivra avec autant de sévérité la criminalité financière que la criminalité de rue. Une France digne, une France fière et digne, sera une France qui respectera son peuple, tout son peuple. Ce sera une France qui sera dirigée par son seul souverain légitime, le peuple français. Ce sera une France où chacun pourra trouver l'occasion de se réaliser et où la solidarité nationale, ce trésor, aidera celui qui souffre. Ce sera une France conquérante et fière d'elle-même, inventive et offrant au monde entier sa meilleure image, celle qu'elle a pu déjà faire briller à certaines grandes heures de son histoire. Cette France peut encore exister. Elle doit de nouveau se montrer à la face de l'univers. Il ne tient qu'au peuple français de se mobiliser et d'aller exprimer ce choix dans les urnes.
Ceux qui veulent la continuité, qu'ils votent pour n'importe lequel des autres. Ils sont tous interchangeables, ils se reconnaîtront tous après l'élection. Si les Français les choisissent une nouvelle fois, le soir, ils se coucheront avec l'euro, la corruption, le chômage, l'Union européenne, l'immigration, l'insécurité, la prédation financière, le laxisme partout et cette caste à tous les niveaux. Le matin, ils se réveilleront avec l'euro, le chômage, la corruption, l'Union européenne, l'immigration, l'insécurité, la prédation financière, le laxisme partout et cette caste toujours là, exactement à la même place, encore plus triomphante et encore plus arrogante. Que ceux qui veulent que ça change, pour eux, et surtout pour les plus jeunes, pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants, ils réfléchissent à 2 fois. Et qu'ils considèrent tout ce que la France a besoin de changer pour que ça change vraiment. Qu'ils écoutent nos propositions, qu'ils sachent que je suis portée par vous tous, la candidate qui va tout changer. Je souhaite, mes amis, à ce stade de mon intervention, m'adresser solennellement à chacun d'entre vous, à chacun de nos compatriotes, parce que l'heure est grave. L'heure est grave parce que la situation de la France n'est pas bonne et les temps que nous vivons et que nous allons vivre ne seront pas faciles. Je vous l'ai dit, je vous épargnerai les slogans de campagne parce que je ne veux pas vous tromper. Je n'essaierai pas de vous séduire parce que je veux vous convaincre. Je veux vous dire la vérité telle qu'elle est. Oui, mes chers compatriotes, la France va mal et les perspectives ne sont pas bonnes. Le pouvoir multiplie les sommets, sommet du G20, sommet du G8, sommets européens, sommets sociaux. Mais ces sommets de carton-pâte ne sont là que pour cacher l'abîme social dans lequel la France et les Français sont plongés. Le constat est difficile, sans doute douloureux, mais il est nécessaire. La France va mal. La France souffre. Et elle est aujourd'hui volée, comme au coin d'un bois. Mon devoir est de la mettre à l'abri, de la protéger, de lui éviter les agressions d'un modèle économique qui lui fait mal, les agressions d'un système européen qu'ils soutiennent tous et qui a livré la France démunie, désarmée, à tous les vents d'une mondialisation sauvage, vent financier, vent économique, vent migratoire. Alors oui, je vais protéger la France. Oui, mon projet vise à la réarmer face à la mondialisation, à la protéger de la prédation généralisée. Mon projet doit miser sur ses forces immenses, cette réserve de talent pour l'aider à passer le cap. Pour contrer le vent mauvais, il n'y a pas 36 solutions. Les mots ne servent à rien, les slogans et les promesses non plus. Non, face au vent mauvais de la crise, il faut à la France un bouclier patriotique. Qui, mes amis, qui mieux en effet que la patrie, la nation, l'État-nation peut protéger les Français? Dans tous les pays du monde, c'est bien la nation qui sert de bouclier et qui sert de tremplin. C'est bien la nation et l'État-nation sur lesquels les peuples du monde entier s'appuient pour traverser la tempête. C'est bien la nation qui est le cadre naturel des solidarités, le cadre naturel de la fraternité et de l'entraide. C'est bien l'État-nation qui protège, qui innove, qui régule, qui stimule. C'est la nation qui défend nos valeurs traditionnelles. Oui, je propose à la France le bouclier patriotique pour affronter l'orage. Après des décennies d'échecs qui aboutissent à l'effondrement d'un modèle en faillite, plus personne ne nous fera croire encore à la mondialisation heureuse, à l'Union européenne ou à je ne sais quelle chimère qui pourrait nous protéger. L'époque précédente fut celle des drôles d'alchimistes qui ont tenté pendant des années de nous vendre que leur Europe de Bruxelles était un vaste trésor. Et leur modèle ultralibéral, la pierre philosophale. Drôles d'alchimistes, en effet, qui n'ont réussi qu'à transformer l'or en plomb et faire de nos riches nations un empire brinque-ballant au bord de la faillite économique, sociale et morale.
C'est pourquoi nous n'avons-nous pas peur de le dire. C'est la nation qui est d'or. La nation qui est faite de ce métal précieux et rare. Cet assemblage unique qui constitue chaque jour un petit miracle. Une avancée de la civilisation que nous devons choyer. Oui, la seule, l'unique, la vraie protection, c'est la nation. Alors, pourquoi suis-je la seule à défendre ce bouclier patriotique? Mais parce que je suis la seule à croire encore à la nation dans la vie politique française. La seule à croire de toutes mes forces en la France, 5e puissance mondiale, quand tous les autres l'ont abandonnée pour l'illusion de cet empire européiste. C'est bien la nation et elle seule qui jouera ce rôle de bouclier dans la crise. Le bouclier patriotique, c'est une triple protection, économique, sociale et culturelle. Oui, la nation comme protection économique, c'est-à-dire lieu naturel de protection de l'industrie française, de relance de l'industrie et des services par le protectionnisme intelligent, par des droits de douane ciblés sur la concurrence déloyale, par des quotas d'importation et des normes à l'importation plus strictes. Écoutez, mes amis, si des pays comme l'Argentine, le Brésil ou la Russie le font, pourquoi la France serait-elle incapable de mettre en place ces protections? Quel maléfice aurait donc touché notre pays pour qu'il soit incapable de faire ce que d'autres font? Oui, la nation, ce sera ce bouclier patriotique contre la crise pour relancer l'emploi, faire venir et revenir nos usines, développer nos services, stopper l'hémorragie des délocalisations, faire vivre à nouveau l'agriculture. Et il en va de même, mes amis. Il en va de même de notre prospérité économique et sociale, bien sûr. Il en va de nos salaires, de nos emplois, de nos pensions. Du bouclier patriotique dépend beaucoup pour nos vies et pour l'avenir de nos enfants. Nos enfants et nos petits-enfants ont aujourd'hui un avenir qui est exclusivement bouché. Mais en dépend aussi, je vous le disais, l'avenir de notre agriculture, de nos paysans, de nos viticulteurs, de nos éleveurs, de notre indépendance alimentaire et donc de notre indépendance en tant que peuple. J'ai visité ce matin une exploitation vinicole. J'ai rencontré les viticulteurs. Mais comme tous les paysans de France, ils me disent la même chose. Le drame du libre-échange, le drame de la concurrence biaisée, le drame de la grande distribution cupide. Ils me disent que l'État les a laissés tomber et qu'aujourd'hui, ils sont en dessous du niveau de l'eau, que l'Europe les menace ici par la libéralisation annoncée des droits de plantation qui tuera à coup sûr les petites exploitations. Mais c'est folie. C'est folie, mes amis, parce que l'agriculture, c'est notre avenir. Ça n'est pas seulement une chance pour la France de participer à l'aventure du XXIe siècle, c'est une chance aussi pour le monde, au moment où en 2050, il y aura 9 milliards d'habitants à nourrir. Et cette Europe des technocrates tue notre agriculture, nos exploitations et nos paysans, alors même que demain pourrait se lever, comme le disait Jean-Marie Le Pen, le printemps des paysans. C'est extraordinaire de voir qu'en toutes circonstances, ce qu'il faut faire est exactement l'inverse de ce qu'ils ont fait. Dans tous les domaines, il ne fallait pas affaiblir notre agriculture, la mettre en concurrence déloyale, la soumettre à des normes sans cesse plus coûteuses, plus compliquées, alors même que les produits que nous importons ne sont soumis, eux, à strictement aucune norme. Non! Il faut fortifier notre agriculture. Il faut miser sur nos campagnes, donner l'occasion à nos paysans de vivre de leur travail, de retrouver leur place dans notre société, de pouvoir transmettre leurs exploitations à leurs enfants
Il faut inverser la tendance. Enfin! On a tellement négligé nos campagnes dans une volonté absurde d'en faire quasiment que des musées. On a tellement oublié nos paysans, nos exploitations. Eh bien, moi, je leur offrirais aussi une chance de rebondir, une chance de vivre et de renouer avec la prospérité. La pauvreté du monde agricole, là encore, n'est pas une fatalité. Le peuple français est à l'origine un vieux peuple paysan qui le reste au plus profond de son âme, ancré dans sa terre, amoureux de ses paysages, fier de ses savoir-faire agricoles. Le peuple français pourra miser sur le vrai changement que j'incarnerai et la nation que je suis la seule à mettre au cœur de mon projet. Parce que vous savez, le bouclier patriotique, il va aider l'agriculture. Là aussi, il y en a un nombre incroyable d'invisibles, les invisibles de la ruralité. La France des campagnes oubliée, cette France qui n'intéresse plus personne, dont l'Europe de Bruxelles a décidé qu'elle devait être rayée de la carte en 2013 au bénéfice de l'agriculture des nouveaux pays entrants. Eh bien, je vous annonce que je supprimerai la PAC. D'abord, mes amis, j'en ai plus qu'assez d'entendre sur tous les plateaux de télévision, de radio, dans la bouche de tous les responsables politiques de notre pays, les gens venir me dire « Ah ben les paysans, ils pourraient quand même être contents avec tout l'argent que l'Europe leur verse. » Alors, une bonne fois pour toutes, l'argent versé au travers de la PAC par l'Union européenne est le nôtre. C'est nous qui donnons cet argent à l'Union européenne. D'accord ? On leur en donne 20 milliards. Ils nous en rendent que 13. PAC comprise. Ils en gardent 7 au passage. Ben oui, il faut bien faire vivre les hauts fonctionnaires et les technocrates quand même. Hein. Alors, moi, mes amis, je considère que nous sommes les mieux placés pour savoir ce qui est bon pour nos agriculteurs. Alors, je vais transformer la PAC, la politique agricole commune, en PAF, politique agricole française. Je pense que le gouvernement français, enfin celui qui aura évidemment à cœur de défendre les intérêts de la France, sera beaucoup mieux placé pour aider les secteurs agricoles que ne le sont les technocrates de Bruxelles qui n'ont probablement jamais vu une vache de leur vie. Et puis, la politique agricole française, à la différence de la politique agricole commune, aura pour objectif de défendre les petites exploitations, de défendre les indépendants et de ne pas en permanence donner tout à ceux qui ont déjà tout, c'est-à-dire les grosses exploitations. À Bruxelles et à l'Élysée, on n'aime pas beaucoup les indépendants. Les indépendants, ce sont des gens libres. C'est embêtant, les gens libres. Ils pensent et tout, ils voient quand on est injuste avec eux, ils réclament, ils votent. C'est tellement plus facile de gérer les grosses structures, hein? Les grands laboratoires propriétaires de pharmacies qui vont racheter toutes les pharmacies indépendantes, les grosses exploitations qui vont, grâce à la libéralisation des plantations dont je parlais tout à l'heure, pouvoir racheter toutes les petites exploitations. La grande distribution qui va pouvoir racheter tous les industriels qu'elle aura ruinés par leur marge avant, leur marge arrière et autres menaces commerciales. C'est tellement plus facile de parler entre gros. Mais
Mes chers amis, du bouclier patriotique dépend aussi bien plus que cela. C'est bien le choix du modèle de société, et je dirais même une vraie question de civilisation qui se pose derrière ce débat essentiel que les autres fuient. Car derrière l'atrocité économique et sociale du modèle ultralibéral d'ouverture totale qu'ils nous ont tous vendu, il y a une autre atrocité, une atrocité morale terrible, insupportable. C'est l'abandon de notre vision de l'homme. Nous assistons aujourd'hui à un véritable recul de civilisation. Le libre-échange total qu'on nous a imposé entraîne le recul de notre civilisation. Or, il faut que notre civilisation reparte de l'avant vers le haut, parce qu'on ne peut pas tolérer un système qui fabrique des chômeurs d'un côté, chez nous, et des esclaves de l'autre, là-bas, dans les pays où tout est bon pour que ça ne coûte rien. Ceci est profondément contraire à nos valeurs. C'est profondément contraire aux valeurs qui ont forgé notre identité et notre civilisation. Nombre d'enquêtes, de témoignages attestent d'ailleurs crûment de cette réalité dramatique que j'évoque devant vous. Dans le monde, 250 millions d'enfants de moins de 15 ans travaillent et 60 millions ont entre 5 et 11 ans, parce qu'ils sont les esclaves de ce système ultralibéral, les esclaves de ce système mondialiste qui organise entre les peuples une concurrence insupportable et inhumaine pour nous vider peu à peu de notre substance industrielle et économique, de nos usines. Elle est où, la gauche ? Alors oui, je le dis sans aucun détour, et je les accuse. En refusant le protectionnisme, les autres candidats poussent à la concurrence sauvage par le bas. Ils sont directement responsables et coupables de ce qu'il y a en Chine des villes-usines qui emploient des centaines de milliers de personnes dans lesquelles travaillent des enfants de 12 à 13 ans. Des villes-usines où les ouvriers entassés n'ont même pas le droit de parler, où les pauses sont interdites, où certains jours on travaille 16 heures, où on dort dans des baraquements de 12 lits empilés jusqu'au plafond et où les travailleurs sont exposés à des produits toxiques pour que quelques grandes multinationales continuent en toute tranquillité à amasser les profits. Elle est où, la gauche ? Les enfants africains qu'on fait travailler dans les champs de coton, pourtant certifiés bio, équitables, et qui sont là pour suppléer l'industrie textile qu'on a laissé mourir chez nous. Mais quelle honte! Mais leur système, l'esclavage pour eux et la condamnation au chômage pour nous, voilà ce que c'est. Et franchement, au moment où l'on fête les 150 ans des Misérables de Victor Hugo, ça a quand même un côté désespérant. Je vous le demande, qui y gagne? Qui a envie de cette société? Où est notre civilisation avec un grand C dans leur modèle? Pourquoi refusent-ils le protectionnisme? Pourquoi nous soumettent-ils à tous les vents de la mondialisation sauvage? Alors même que le protectionnisme pourrait justement être une incitation à l'élévation du niveau de vie et du niveau de protection sociale dans les pays émergents. Là, on fait l'inverse, on incite les pays à faire travailler des enfants de plus en plus jeunes, à les faire travailler dans des conditions de plus en plus épouvantables, dans des conditions de plus en plus inhumaines, pour pouvoir faire des profits de plus en plus importants. Moi, je dis que le bouclier patriotique, que les droits de douane, qui lanceront comme signal à ces pays, plus vous augmenterez votre niveau social, plus vous respecterez les normes de sécurité, plus vous respecterez les normes environnementales, plus vous respecterez la santé de vos travailleurs, et moins les droits de douane seront forts, et plus vous pourrez importer dans nos pays. C'est ça le modèle de société que nous voulons. Ce n'est pas d'essayer de trouver en permanence des esclaves qui seraient encore plus malléables que d'autres esclaves.
des pauvres qui seraient encore plus pauvres que les pauvres. Ça n'est pas sur ces valeurs-là qu'est fondé notre pays. Ça n'est pas sur ces valeurs-là qu'est fondée notre civilisation. Oui, nous voulons nous protéger. Oui, c'est un devoir que nous avons à l'égard de notre peuple, de nos enfants, de nos petits-enfants. Mais nous avons aussi le devoir de ne pas laisser leur système détruire ce qu'il reste d'humanité dans notre planète. Personne n'y gagne, ni eux, ni nous. Oh, oui, il y en a quelques-uns qui y gagnent, bien sûr. Et c'est pour ça que ça continue. Et moi, je ne veux pas de ce modèle atroce, de la misère chez nous. Je ne veux pas voir les Français rabaissés, l'être humain humilié. Parce que, de surcroît, ne nous y trompons pas. En leur imposant un modèle aussi désolant, évidemment, on prépare l'immigration massive de demain. Évidemment, on les encourage à chercher ailleurs un rayon de soleil, et c'est chez nous qu'ils croient pouvoir le trouver. Et c'est chez nous qu'ils affluent alors que nous n'avons plus rien à leur offrir. Oui, nous assumons nos priorités, mais nous ne sommes pas insensibles à la manière dont fonctionne cet atroce modèle économique. Oui, nous assumons nos priorités. Nous nous devons d'abord à nos 5 millions de chômeurs, à nos 8 millions de pauvres, à nos classes moyennes en perdition. Nous nous devons à nos personnes âgées. Nous nous devons d'abord à notre jeunesse. Mais vous comprenez ainsi le drame de la concurrence. La gauche, la droite et le centre ont organisé et qui parfois nous rend même complices, malgré nous, par nos actes d'achat d'un traitement aussi dégradant de l'être humain. Il est évident, mes chers amis, qu'on ne sera jamais compétitif dans ces conditions. Si on refuse de protéger nos frontières, nous ne pourrons jamais être en compétition dans cette course au malheur et à la pauvreté, sauf à accepter un modèle de société à la chinoise. Ah, ça c'est une vraie question de la présidentielle. Ça c'est peut-être le point central de l'enjeu des décennies à venir. Le modèle de société que nous voulons lié au modèle économique que nous défendons. Évidemment, on comprend mieux maintenant ce que je vous disais tout à l'heure. On comprend mieux pourquoi M. Hollande, M. Bayrou, M. Sarkozy nous parlent de tout, sauf de ça, sauf de ce modèle économique, sauf de ce modèle de société qui en découle. Parce qu'ils l'ont construit, ce modèle, parce que c'est leur système, tous autant qu'ils sont. Ils ont construit l'Europe de Bruxelles, l'ouverture des frontières, la mise en concurrence déloyale. Ils ont construit et mis en œuvre la loi de la jungle entre les hommes. Évidemment, on attend avec impatience qu'ils nous expliquent comment vont-ils changer leur propre modèle. Mais ils ne le changeront pas. Ils essaieront d'en atténuer les conséquences les plus visibles, avec notre argent d'ailleurs, parce qu'ils ne savent faire que cela. Prendre, produire, créer de la richesse, ils ne savent pas faire. Détruire, ils savent bien faire. Augmenter les taxes, les impôts en permanence, ça, ils savent faire. Mais je vous fais un pari. Il faudra les forcer longtemps pour les obliger à évoquer devant les Français si oui ou non ils veulent remettre en cause le modèle qu'ils ont façonné, si oui ou non ils s'excusent auprès des Français d'avoir voté tous le traité de Lisbonne alors que les Français, dans leur sagesse, n'en voulaient pas.
Et puis, objectivement, le bouclier patriotique que je veux mettre en œuvre est la seule arme pour notre redressement économique et social. La seule arme efficace et juste. Parce que ne laissez pas quand même la classe politique vous raconter des histoires. Vous le savez très bien, un modèle social sous la pression de l'ouverture totale des frontières est un modèle social condamné. Il faut être totalement aveugle pour ne pas faire une corrélation entre l'effondrement de notre système de santé, les déficits de nos comptes sociaux et les 10 millions d'étrangers que nous avons accueillis dans les 30 dernières années. Et puisque pour la 10 millième fois, il faut le répéter devant ceux qui font mine de ne pas l'entendre, nous ne tenons pas les immigrés pour responsables de cette situation, nous tenons les responsables politiques coupables de cette situation. Je répète, et nous le répéterons, jusqu'à ce que ça rentre dans la tête, par exemple, de M. Guéant, qui manifestement n'a rien compris, à rien, ou fait mine, en tout cas, de ne pas comprendre quel est le sens du patriotisme social que nous voulons voir mettre en œuvre. Mais il faut être malhonnête pour ne pas admettre que derrière le modèle social, il y a des questions aussi importantes que la santé et les retraites auxquelles ont légitimement droit les Français qui ont travaillé toute leur vie. Un modèle social mondialisé est un modèle social mort. C'est le cadre national qui assure le plus efficacement la prospérité sociale des Français, des plus misérables, des retraités, des classes moyennes, qui sont pressurés de toutes parts. Poser le pied sur le sol français ne doit plus pouvoir permettre de bénéficier de toutes les aides sociales instantanément. Et c'est le cas actuellement. Parce que vouloir aider et accueillir la terre entière, c'est en réalité laisser tomber nos pauvres. C'est dilapider l'argent des Français et au final laisser tomber son propre peuple. Au moment où ce peuple n'y arrive plus, au moment où il ne peut plus boucler les fins de mois, augmentation des amendes, ben oui, ça c'était urgent ça, bien sûr, augmentation des mutuelles, augmentation du gaz, augmentation de l'électricité, augmentation des impôts locaux, augmentation des frais hospitaliers, augmentation du coût des transports. Cela fait 1 an que je réclame d'urgence la baisse du prix de l'essence par la baisse de la TIPP. 1 an. Est-ce que le gouvernement ne peut pas tout de suite faire un geste pour les automobilistes au lieu de passer son temps à les harceler comme s'ils étaient de vulgaires délinquants ? « 20% de baisse de la TIPP. Compenser, ah oui, tout de suite la compenser. Compenser, il n'y a pas de problème, par une surtaxation des grands groupes pétroliers et gaziers qui font des milliards de bénéfices. Ah, qu'est-ce qu'on va nous dire? On ne va pas nous dire que c'est impossible. La Grande-Bretagne l'a fait il y a quelques mois. C'est donc que c'est possible. Oui, mais on ne veut pas le faire. Parce que plus l'essence augmente et plus les taxes corrélatives augmentent. Et tout ça, ça fait rentrer de l'argent dans le tonneau des Danaïdes.
Les Français ont besoin de ce bouclier patriotique parce qu'ils ont besoin de retrouver leur pays, leur nation. Qu'une caste s'est évertuée à oublier, à rabaisser, à nier et au passage à piller. Oui, le bouclier patriotique, ce sont des frontières que nous maîtriserons contre une immigration massive qui nous ont tous imposée. Une immigration massive qui ne permet plus l'assimilation, qui est donc une agression contre notre culture, nos valeurs et nos traditions. Une immigration massive qui est cyniquement utilisée par le grand patronat, par le MEDEF, par les syndicats, main dans la main, qui ensemble m'ont désigné comme leur adversaire. Je suis leur seul ennemi. Et pourquoi? Eh bien, parce que je suis la seule à avoir débusqué leur immonde projet consistant à utiliser l'immigration pour peser à la baisse sur les salaires des Français. Je suis la seule à m'opposer à la mise en concurrence généralisée des travailleurs français, à l'avènement d'un multiculturalisme destructeur et d'un communautarisme qui est en train de fragmenter notre pays. Ah, et puis surtout, je suis la seule qui veuille mettre très clairement fin à cette immigration massive, à cette arrivée annuelle de l'équivalent de la ville de Rennes. 200 000 étrangers légaux entrent dans notre pays chaque année, l'équivalent de la ville de Rennes, qu'il faut soigner, qu'il faut loger. Le bouclier patriotique, mes chers amis, c'est aussi une protection culturelle. À leur cynisme, à leur mondialisme, j'oppose la nation, je chéris la France. Oui, mes chers amis, vous le sentez, ce front qui se lève dans les masses populaires. Vous la voyez, vous l'entendez, cette vague d'espérance qui nous vient des profondeurs du pays. C'est une soif de France qu'elle exprime. C'est un projet national qu'elle demande. C'est l'amour de notre pays qui la motive. C'est nous qui le portons. Vive la République, vive la France! Merci les amis. Les amis, par notre voix, nous allons rejoindre nos amis aussi qui sont dans l'autre salle et nous allons ensemble chanter notre hymne national. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes, mugissent ces féroces soldats, qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux âmes citoyens, formez nos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang inclus, à l'heure de nos sillons. Vive la France! Vive le peuple français!